Bonjour, je n'ai jamais parlé des points de pivot hauts et il y a une bonne raison à ça, c'est que j'ai jamais pris le temps. Pourtant il y a des choses à dire, alors c'est parti, on s'y a fait. Vous connaissez monopivot, split pivot, pivot virtuel. Eh ben gardez bien ça en tête parce qu'un pivot haut ce n'est pas un autre type de pivot, c'est simplement un positionnement du point de pivot beaucoup plus haut. Et ça c'est possible sur un monopivot, sur un split pivot, sur un pivot virtuel. On peut trouver des monopivots hauts comme le Deviate par exemple, on peut trouver des split pivots hauts comme le Sun ou le Trek, on peut trouver des pivots virtuels hauts comme la plupart, par exemple le Cannondale, le Lapierre, peut-être le Forbidden. Enfin voilà, vraiment point de pivot haut c'est pas une autre cinématique, c'est simplement un choix de positionnement du point de pivot. À quoi ça sert? Commençons par remarquer que la roue, quand elle attaque une racine, un trou ou une roche, elle l'attaque toujours de front et du coup la résultante des forces qu'elle prend, elle n'est jamais purement verticale. Tu vois le pneu qui attaque la roche, eh ben ça va donner une force résultante qui va être inclinée. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une fourche qui elle aussi est inclinée. Et c'est pour ça qu'on aime bien avoir un angle de chasse ou un angle de direction. C'est la même chose en fonction de la communauté d'où tu viens. Il y en a un qui est égal à 90 moins l'autre. Mais peu importe. Je parle d'angle de chasse, donc quand je l'ouvre, j'ai ma roue avant qui s'éloigne de moi. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre d'angle parce que ça va permettre d'absorber un maximum donc les efforts que prend la roue avant. Mais il n'y a pas d'angle parfait. Je veux dire, l'angle de la force que tu prends dans la roue, il dépend de la taille de l'obstacle, il dépend potentiellement de la pression de tes pneus et peut-être de ta vitesse. Donc il n'y a pas d'angle parfait. Par contre, c'est toujours mieux que d'avoir une fourche qui serait purement verticale parce que, comme je l'ai dit, les chocs qu'on prend ne sont jamais purement verticaux. Quand tu fais cette réflexion-là, tu te dis, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas pareil à l'arrière? Parce qu'en fait, sur les pivots classiques, quand je dis classique, je veux dire ceux qui ne sont pas des pivots hauts, la trajectoire de la roue arrière est quasiment verticale. Elle fait une sorte d'arc de cercle qui monte. Et l'idée du pivot haut, c'est de se dire, ok, on pourrait avoir ce genre de comportement pour la roue arrière aussi, en plaçant le pivot beaucoup plus haut, et comme ça, tu as la roue arrière qui va faire son arc de cercle et qui va partir vers l'arrière. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, tu permets à ton amortisseur d'absorber un maximum de choc, là où une roue classique sur un pivot classique va absorber principalement la composante verticale, qui reste normalement la composante la plus importante, certes, mais la composante horizontale, elle persiste. Et du coup, c'est quoi qui va la prendre? Ça va être ton cadre, ça va être le rider, ça va être une perte d'énergie, ça va être une perte de vitesse. C'est pour ça que quand tu roules sur un pivot haut, en général, tu vas avoir l'impression que le vélo veut accélérer dans les pierriers. En fait, je pense pas qu'il veuille accélérer, mais par contre, il veut pas ralentir. Et toi, quand tu as l'habitude de quelque chose qui te freine, tu vas potentiellement pouvoir ressentir ça si tu es assez fin sur tes sensations. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, en venant résoudre ce problème, on en crée un nouveau. Je l'ai dit, la roue arrière, elle s'éloigne du triangle avant. Ce qui veut dire aussi que la cassette s'éloigne du plateau. Et quand la cassette s'éloigne du plateau, c'est cool, mais si tu as une chaîne entre les deux, sachant qu'une chaîne, c'est pas élastique, eh ben, ça va la tendre. Donc là, il y a deux possibilités. Soit en s'écartant, la chaîne, elle va suivre, elle va faire tourner les manivelles, ce qu'on appelle le kickback. C'est-à-dire que les manivelles vont tourner en arrière. Et si toi, tu es solide, tu vas t'opposer à ça. Et du coup, la chaîne, elle va se tendre, les pédales vont pas pouvoir bouger et la cinématique se bloque et l'amortisseur est bloqué, quoi. C'est vraiment ça le kickback et c'est vraiment ça qu'on essaye d'éviter. Sur un vélo à pivot haut, le problème c'est que ce kickback est tellement énorme parce que la roue arrière s'éloigne vraiment du triangle avant. Ce que je veux dire, c'est que le kickback existe aussi sur les pivots classiques, mais il est maîtrisé, on essaie de faire au mieux. Là, quand la roue arrière s'éloigne du triangle avant, il est trop énorme. On est obligé de faire intervenir quelque chose de nouveau, qui est cette petite roulette, cette petite poulie qu'on va venir placer un peu où on veut. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir éliminer cette élongation de chaîne, qui n'est pas une élongation de chaîne, mais on va pouvoir éliminer ce kickback. Et en plus, on va pouvoir gérer le rendement au pédalage, c'est-à-dire l'anti-squat. Et au final, on va pouvoir avoir un vélo qui a des bonnes propriétés en termes d'anti-squat, en termes de kickback. On va avoir vraiment des très bonnes propriétés. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit, le meilleur moyen de ne pas avoir de kickback, c'est d'avoir un point de pivot au niveau du plateau. Par exemple, un monopivot au centre du plateau. Là, il ne va pas y avoir d'élongation de chaîne parce que ça va tourner autour du plateau, donc pas d'élongation de chaîne. Ça, c'est pour pas avoir de kickback. Mais le problème, c'est qu'en termes de rendement, c'est pas ouf.
Si tu as un monopivot, le meilleur point pour avoir le meilleur rendement, c'est d'aller l'aligner avec ta chaîne sur le haut du plateau. Et ben, un moyen d'avoir les deux mondes en même temps, c'est d'avoir potentiellement un plateau tout petit, tout petit, de sorte que ton pivot, tu vas le placer quasiment au centre de ton pédalier, et du coup tu vas avoir à la fois un bon rendement au pédalage et aussi pas de kickback. Et c'est ça, cette petite roulette, c'est aussi ça ce qu'elle fait. Elle est toute petite, et de ce fait là, si tu la places au bon endroit au niveau de ton pivot, à la fois tu as un bon rendement au pédalage. Le rendement dont je parle, c'est celui d'un point de vue où tu perds pas d'énergie dans l'amortisseur. À ne pas confondre avec le rendement pas de perte d'énergie du tout, parce que en fait, comme tu introduis une roulette supplémentaire, tu perds un peu d'énergie. Tu tires pas sur l'amortisseur, donc tu le compresses pas, et du coup tu perds pas d'énergie au pédalage. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, du coup, c'est que tu as un kickback complètement maîtrisé, parce que tu arrives quasiment à l'annuler. Du coup, tu as une solution qui est vachement bien en fait. Un point de pivot haut, c'est une très bonne solution pour toutes les propriétés de la cinématique. Sauf peut-être une. Celle-là, on n'en a pas parlé, on n'y pense pas forcément tout de suite, c'est le freinage. Pour ce qui est du freinage, en fait, le fait d'avoir un pivot haut, ça va avoir comme impact d'avoir un anti-rise élevé. C'est pas un avantage, c'est pas un inconvénient, c'est simplement que au freinage, tu vas avoir un vélo qui va avoir tendance à s'affaisser de l'arrière. Alors, je parle d'anti-rise. Anti-rise élevé égale vélo qui s'affaisse de l'arrière. C'est cool parce que du coup, tu vas pas avoir un vélo qui va plonger, ça va compenser un peu le transfert de masse. Et du coup, tu vas avoir un vélo qui va être super stable au freinage. L'inconvénient, c'est que comme tu contrains ton amortisseur, du coup, il n'est pas libre. Ni en compression, ni en détente. Et du coup, il est presque figé. Et quand tu vas rouler dans des racines et que tu vas freiner dans des racines, tu vas avoir un vélo qui va être potentiellement plus te secouer. Mais en même temps, qui est stable. Donc potentiellement, avec beaucoup d'anti-rise, tu peux faire des gros freinages forts. Mais il vaut mieux choisir des endroits plus lisses pour faire des gros freinages forts, en fait. Donc c'est une manière de piloter qui est un petit peu différente. Là où si tu as un vélo plus libre, tu vas pouvoir freiner dans les endroits défoncés, il va fonctionner un peu mieux parce que l'amortisseur est plus libre. Pourquoi est-ce qu'on a un anti-rise élevé avec un point de pivot haut ? On pourrait faire les courbes, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, pour se rendre compte que oui, effectivement, la plupart du temps, ça t'oblige à avoir un anti-rise au moins de 100%, voire plus. Sur le Deviate qu'on a analysé avec Maël Ferron dans sa vidéo, il est entre 130 et 120% d'anti-rise, donc tu as vraiment un vélo qui squatte au freinage. Mais sans parler de courbe, sans parler de quoi que ce soit, on peut aussi le comprendre un peu plus intuitivement, parce qu'en fait, si tu arrives dans un freinage, tu bloques ta roue arrière, enfin tu la bloques pas, mais tu freines fort, du coup tu as du bon grip aussi au sol, donc la roue arrière, elle va essayer de s'arrêter. Et du coup, tout ton triangle avant, lui, va essayer de continuer. Et ce faisant, en fait, ta roue arrière, elle va s'écarter de ton triangle avant. C'est la logique. Mais en fait, elle n'est pas complètement indépendante. Cette roue arrière, elle passe par l'amortisseur, du coup. Donc, si la roue arrière s'écarte du triangle avant, et du coup, ton amortisseur se comprime. Et là, tu comprends, en fait, c'était ce phénomène de squat au freinage. Et donc, du coup, ce phénomène aussi de contrainte de l'amortisseur. Je ne veux pas dire que c'est bien, je ne veux pas dire que c'est pas bien. Le vélo de Loïc Bruni a très peu d'anti-rise, le vélo d'Amaury Piron en a beaucoup plus. Les deux, ils sont au top du top. Ils se battent à quelques dixièmes de seconde et parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. C'est plus un caractère du vélo et c'est un peu une manière un petit peu de piloter qu'il va falloir un petit peu adapter, mais tu vas le faire un peu intuitivement. C'est d'ailleurs un gros problème parce que quand tu fais du testing, comme on s'adapte plutôt vite, parfois on a du mal à dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas moins bien. Bon bref, peu importe, c'est pas le sujet. Quels sont les vrais inconvénients du point de pivot haut ? Alors bon, il y en a plusieurs, il y en a plein qui sont assez évidents. Tu as un vélo plus complexe, tu as un moins bon rendement au niveau de la chaîne parce que tu as une poulie en plus, donc forcément tu as un peu plus de pertes. Mais est-ce que c'est négligeable ? C'est d'autant plus négligeable que tu prends soin de ta chaîne et de tes roulements, etc. Donc ça demande aussi plus d'entretien au niveau du roulement, des roulements, et plus d'entretien d'un point de vue général. C'est un peu plus lourd aussi. Et enfin, j'aimerais contraster, là c'est vraiment le fruit de ma réflexion, c'est à prendre entre guillemets, mais je vous explique un peu ce que je ressens. Je me dis, bon, quand tu regardes les trajectoires des roues arrière, c'est assez impressionnant la différence que tu peux avoir entre un pivot haut et un pivot classique. Mais quand tu remets à l'échelle, tu te rends compte que oui, tu as gagné, oui, tu es un peu plus vers l'arrière, mais c'est pas énorme. Je veux dire, quand tu as une roue arrière qui va
vers l'arrière de 2,5 cm en fin de débattement. C'est-à-dire que beaucoup moins au début de débattement, etc. Hein, c'est assez proportionnel. Et ben, tu te demandes si le jeu en vaut la chandelle, en fait, c'est ça. C'est pour ça, au final, selon moi, que toutes les marques ne se sont pas jetées là-dessus, en DH surtout, potentiellement en enduro aussi. C'est que, ouais, c'est un peu mieux par-ci, c'est un peu moins bien par-là. C'est, encore une fois, c'est un compromis. Ça a essayé de ressentir. C'est toujours assez compliqué parce que quand tu changes d'un vélo à l'autre, ben forcément, tu vas ressentir plein de choses, mais qu'est-ce que tu vas ressentir? Est-ce que tu vas vraiment ressentir l'effet du point de pivot haut? Potentiellement. Ça va dépendre de ton niveau, ça va dépendre de ton historique et de plein de choses. Par exemple, petite parenthèse, si on parle un petit peu de mon vélo électrique, le Rocky Mountain Powerplay, nous on a un pignon moteur qui est décentralisé par rapport au plateau de pédalier, il est au-dessus. Et du coup, là où c'est malin, c'est qu'ils s'en sont servis de roulettes de renvoi et ils ont fait un point de pivot haut qui va passer du coup par ce pignon moteur. Donc ça, je trouve que là, ça rend légitime le point de pivot haut parce que il s'en sert bien et ça rend le vélo harmonieux et élégant. Autre vélo assez récent là dont tout le monde parle, qui est le Forbidden qui vient de sortir avec le moteur DJI, etc. Là, donc c'est un vélo qui a l'air très bien. Quand on regarde, bon, cette marque-là fait toujours des points de pivot haut. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit le positionnement du moteur et parce qu'ils ont fait un pivot haut, la base, elle vient s'accrocher au-dessus du moteur. Ce qui leur permet de faire des bases courtes et de pas être dérangé par le moteur et par son positionnement. Tout ça pour dire que les points de pivot haut, je pense que c'est intéressant. Et voilà quoi, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Elle l'attaque pas par en dessous.